Vous me dites, hein, si jamais je deviens inaudible. Merci, grand merci pour cette invitation. Ravi de venir vous parler de l'encyclopédie. Quelque chose d'assez passionnant. En tout cas, je vais essayer ça sera la première ligne directrice de cette présentation, vous montrer à quel point l'encyclopédie est passionnante, à quel point elle a à nous apprendre sur ce qu'on vit aujourd'hui, et puis et ce qu'on a essayé d'en faire de façon en fait à la mettre à votre disposition, à la disposition de toutes et tous en ligne sur le web. Donc je profite de l'occasion quand même. Donc Monsieur Langlois a rappelé que j'étais effectivement donc un spécialiste d'encyclopédie. On a aussi beaucoup travaillé sur d'Alembert. J'ai beaucoup travaillé sur d'Alembert et je profite de l'occasion quand même. Ça serait dommage de ne pas le faire pour. Il y a d'autres spécialistes d'Alembert dans cette salle. Luc Chabot et Frédéric Chambard. Voilà, vous pouvez pas les rater, ils sont au premier rang. Donc, avec le projet Encre est connecté avec un autre projet, l'édition critique et commentée des œuvres complètes de d'Alembert, au sein de laquelle on travaille tous les trois. Et évidemment, l'Encre, c'est une façon d'éditer les œuvres complètes de d'Alembert, et pas que, mais notamment les œuvres complètes de d'Alembert, puisque c'est l'un des fameux directeurs de l'encyclopédie, en plus d'être un grand mathématicien et un philosophe et beaucoup d'autres choses encore. Alors, l'exposé, il se divise en deux parties, même trois. Il y en aura une plus... Il y a une démonstration, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand même, cette édition en ligne. Normalement, je suis connecté à Internet, donc ça devrait fonctionner. J'ai prévu les choses de façon très simple. Il faut que je vous parle de l'encyclopédie. J'ai 2-3 informations à vous donner dessus. J'espère que vous n'en savez pas trop et que je ne vous ennuierai pas. Mais donc, vous me direz ce qu'il en a été. Et puis, dans un second temps, je vais essayer de vous montrer la façon dont on l'a édité et la façon dont on la met à disposition aujourd'hui sur cette édition qui s'appelle Encre. Plan très simple. Alors, l'encyclopédie. La meilleure façon de commencer par l'encyclopédie, c'est de citer un article de l'article Encyclopédie, qui est dû à Diderot, l'un des directeurs de l'encyclopédie, le principal. Le but d'une encyclopédie, écrit-il, est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous, afin que les travaux des siècles passés n'aient pas été inutiles pour les siècles qui succéderont. Que nos neveux, devenant plus instruits, deviennent en même temps plus vertueux et plus heureux, et que nous ne mourions pas sans avoir bien mérité du genre humain. Alors c'est facile de lire Diderot, il a une plume, mais voilà, je viens de le lire, et donc pour un conférencier, c'est idéal. Je vous laisse apprécier, en tout cas j'espère que vous appréciez. L'encyclopédie, c'est l'objectif, Diderot vient de le présenter de façon... de façon admirable en quelques lignes. Je vais y revenir, bien sûr, mais c'est aussi un ouvrage matériel qui a été imprimé et donc qui est conservé dans de nombreuses bibliothèques, notamment des fonds d'archives. Et donc, vous en avez ici un exemplaire. Évidemment, il n'est pas choisi au hasard, c'est celui qu'on a utilisé pour notre édition. C'est l'un des exemplaires de l'encyclopédie, celui conservé à la bibliothèque Mazarine de l'Institut de France, une bibliothèque Mazarine qui est située... en face du Louvre, en face du Pont des Arts, et à l'endroit même de quelque chose qui s'appelle le Collège des Quatre Nations, où d'Alembert, le même d'Alembert, toujours celui-là, a fait ses études au XVIIIe siècle. Et donc cette encyclopédie est conservée là-bas, il n'y a pas bougé depuis son achat, et donc c'est celui-là qu'on a utilisé, mais vous voyez l'encyclopédie sous une forme matérielle, et on y tient énormément, je vais y revenir. Elle est ici ouverte, vous avez donc 17 volumes de texte, et 11 volumes de planches de l'encyclopédie. Vous avez un volume de texte ouvert, le premier volume, publié en 1751, et l'un des volumes de planches ouvert, donc une planche double, comme vous pouvez le constater. Et puis l'encyclopédie, bien dorénavant, c'est également... on en a fait plusieurs... Il en existe plusieurs éditions. Il en existe une seule édition critique, c'est-à-dire critique dans le sens où on essaye de la rendre compréhensible auprès... des lecteurs d'aujourd'hui, et donc c'est également, elle se présente également maintenant sous la forme d'une édition consultable sur le web à l'adresse indiquée. Et évidemment, je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'encyclopédie ? Eh bien, c'est la plus vaste entreprise éditoriale du siècle, du 18e. Je viens de vous parler des 17 volumes de texte et des 11 volumes de planches. 17 volumes de texte, pour être plus précis, c'est plus de 74 000 articles, et
Les 11 volumes de planches, c'est près de 2600 planches, 2579 pour être précis. Et puis, quitte à être précis, c'est 74 133 articles publiés, ce qui est absolument colossal. Colossal aussi parce que ça a nécessité la contribution de plus de 200 contributeurs, à la fois pour écrire les articles, mais évidemment pour dessiner et pour graver les planches. On va le voir aussi, c'est également colossal parce que ça a été extrêmement mouvementé, l'édition de l'encyclopédie. Je vais y revenir juste dans un instant sur la chronologie. Diderot et d'Alembert, vous les connaissez, ce sont les deux fameux directeurs de l'encyclopédie. Il va falloir en rajouter un, Jaucourt, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est un scandale, vous n'y êtes pour rien, mais à lui seul, ce Jaucourt, après, une fois que l'encyclopédie a été interdite, et je vais y revenir, eh bien, il a, on va dire, contribué à sauver l'encyclopédie. Et à lui seul, il a écrit je viens de vous parler de 74 133 articles, il en a écrit à lui seul, signé plus de 17 000. Voilà. On lui doit la fin de l'encyclopédie, la fin des 10 derniers volumes de discours. Donc on peut dire dorénavant, et je vous incite à ne pas hésiter à le faire, c'est l'encyclopédie de Diderot, de d'Alembert et de Jaucourt. Chronologie, eh bien, placer l'encyclopédie, c'est se rappeler qu'à la fin du XVIIe siècle, c'est un âge, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or des dictionnaires universels, des encyclopédies. Donc on est à une période où c'est un genre qui est en train d'exploser, pourrait-on dire. Et donc l'encyclopédie va s'inscrire dans cette ligne tracée, avec donc un premier volume pour juste des repères chronologiques qui paraît en 1751 et un dernier volume de planches qui va paraître en 1772. Donc rien que la publication des différents volumes de l'encyclopédie, c'est 21 ans. Ça a été encore un peu plus que ça, en fait, quand on regarde les choses de façon un petit peu plus détaillée. Le premier projet de l'encyclopédie, le projet initial, c'est des libraires qui se réunissent et qui décident de traduire une encyclopédie anglaise, la Cyclopedia de Chambers, publiée en 1728, de la traduire simplement en français pour la vendre. De ce projet qui a été confié d'abord à Degois, etc., ça ne va pas fonctionner, je vous passe les détails, mais ce projet eh bien, va attirer Diderot et d'Alembert au début pour traduire. Ils sont traducteurs, ils sont embauchés comme traducteurs de la Cyclopedia de Chambers. Donc pour gagner de l'argent, hein. Ils sont déjà dans une carrière qui est ils sont en train de devenir célèbres. Et donc ils traduisent des articles de l'encyclopédie et petit à petit, eh bien, ils vont prendre la direction de ce projet et ils vont en faire quelque chose d'autre que le projet d'une simple traduction. C'est un projet philosophique qui porte un certain nombre de messages, bien sûr. C'est un projet scientifique, c'est un projet d'organisation des connaissances, de présentation des connaissances. Diderot le résumait très rapidement dans la citation que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc ça commence dès 1945. En 1947, on a un nouveau départ et une nouvelle impulsion. En 1750, il y a la diffusion du prospectus de l'encyclopédie. Elle est publiée par souscription, donc il y a un appel à souscription avec le prospectus qui présente le projet. Dans ce prospectus, eh bien, on est sur une encyclopédie en 10 volumes, dont 2 de planches, hein, ce qui va devenir au final, je le rappelle, 17 volumes, plus 11 de textes, plus 11 de planches. Donc le projet va considérablement évoluer. Le premier volume va paraître en 1751 dans une ambiance déjà compliquée. Diderot est passé en prison à la suite de la publication de la lettre sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient. Il y a en février 1951 une polémique entre Diderot et les jésuites. On a déjà des critiques qui se font jour dès l'apparition du premier volume et encore plus après celle du second volume qui paraît en 1952 et qui vont très rapidement, suite aux critiques exacerbées qui sont émises contre l'encyclopédie, eh bien, une première interdiction qui va être levée, hein, notamment grâce à l'aide du dénommé Malesherbes, hein, qui dirige la censure à cette époque-là, et donc qui est proche des philosophes des Lumières, on peut les appeler comme ça pour simplifier un petit peu. Donc 51 interdictions, levée, reprise de la parution en 53, et tous les ans va paraître un volume. Un troisième volume en 53, un quatrième volume en 54, etc., jusqu'au 7e volume en 1757. Et là, les choses se gâtent, le climat se tend fortement, il y a un attentat contre le roi, un durcissement des attaques contre l'encyclopédie, tout ça va finir par une condamnation de l'encyclopédie par le Parlement, par le roi et pour finir par le pape.
Ce qui va obliger, eh bien, on est qu'au 7e volume, ce qui va obliger eh bien, l'encyclopédie à devoir se terminer dans la clandestinité. En tout cas, tous les volumes de texte. Il y a une descente de police, enfin on dirait, c'est digne d'un des meilleurs romans, on sauve les manuscrits, etc. Au final, eh bien, les 10 derniers volumes de texte sont publiés dans la clandestinité. D'Alembert va lâcher la direction, la codirection, un peu lasse des critiques, garder uniquement la partie qui lui plaît le plus, la partie physique et mathématique, on peut dire ça. Jaucourt arrive et c'est là qu'il va avoir un rôle absolument déterminant. Il en avait déjà comme auteur de l'encyclopédie et il va devenir en quelque sorte le directeur de secours de Diderot. Diderot qui va se consacrer sur les planches et Jaucourt qui va prendre une grande part de la direction des volumes de discours. Les 10 derniers volumes, en fait, ils vont paraître d'un seul coup en 1765 et ça va se faire en profitant du fait que le privilège, donc l'autorisation de publier, va quand même être donné aux 11 volumes de planches, dont le premier volume paraît en 62 et dont le dernier volume paraît en 1772. Donc au final, pour un projet qui commence en 45 et qui se termine en 1772, vous voyez un peu l'étendue et il est peu dire que, compte tenu de cette histoire éditoriale qui est extrêmement mouvementée et qui, je le rappelle, a nécessité la contribution de 200 contributeurs, qu'il a fallu orchestrer, sur des contributeurs qui sont arrivés, qui sont repartis, etc. Certains sont décédés au cours de l'entreprise. Ça a été extrêmement compliqué. Une encyclopédie qui est aussi une œuvre militante en tant que telle au regard de son histoire éditoriale. Qu'est-ce que l'encyclopédie toujours? Eh bien, c'est à la fois des héritages et des innovations. Il y a des choses qu'on trouve déjà dans beaucoup d'autres dictionnaires et encyclopédies, d'autres œuvres, et il y a des choses qui sont très nouvelles dans l'encyclopédie. Du côté des héritages, l'encyclopédie, eh bien, elle s'inscrit dans une tradition qui est déjà ancienne de recueil de savoir. J'ai parlé de l'âge d'or des dictionnaires, mais vous avez également des traités techniques, des recueils académiques, etc., dans lesquels l'encyclopédie va puiser. L'encyclopédie, c'est une œuvre en partie de compilation, c'est-à-dire comme tout dictionnaire, eh bien, on ne publie jamais un dictionnaire à partir de rien, mais on va compiler un ensemble de matériaux existants dans une encyclopédie. Et donc, à ce titre, l'encyclopédie, comme beaucoup de dictionnaires et d'encyclopédies avant elle, va puiser dans un certain nombre de sources et de recueils de savoir. L'encyclopédie, c'est à la fois une œuvre qui essaye de faire le lien entre les savoirs et qui est également un dictionnaire, donc organisé sous la forme d'une liste de mots, comme dans un dictionnaire, ordonnée de façon alphabétique. Donc c'est un dictionnaire, et donc avec une nomenclature. Et donc, quand on arrive sur un dictionnaire, la première chose à faire, ça va être de construire cette nomenclature, construire la liste de mots dont on souhaite donner la définition. Et pour ça aussi, on s'inspire de ce qui a déjà été publié, des dictionnaires existants, des encyclopédies existantes. C'est une encyclopédie, également, dictionnaire, encyclopédie, et comme encyclopédie, elle cherche à montrer les liens entre les savoirs, montrer les liens entre les connaissances, entre l'art de jeter les bombes et les mathématiques, par exemple. Et ce n'est évidemment qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. Il y a 3 moyens pour ce faire. Il y a un grand arbre, le système général des connaissances humaines de l'encyclopédie, qui est très célèbre, mais trop pour que... Voilà, il est devenu trop célèbre, alors du coup on en parle de moins en moins, un peu volontairement, parce qu'il y a cette idée d'organiser les savoirs de façon arborescente, sous la forme d'une classification, et que finalement l'autre moyen qu'utilisé par les encyclopédistes, les 2 autres moyens qui ont été utilisés par les encyclopédistes pour montrer les liaisons entre les connaissances, montrent que la classification est totalement inopérante. C'est même un peu le contraire de tout ça, si j'exagère un peu le propos. Les désignants, ce sont des mots. Il y a une définition dans l'encyclopédie pour chaque article, et juste après, on trouve un mot, par exemple un article de mathématiques, un article qui concerne l'imprimerie, un article qui concerne l'hydraulique, la grammaire ou l'histoire. C'est un mot qui va désigner le domaine de connaissance auquel le contenu de l'article se rapporte. Au fil du temps, on va voir que les encyclopédistes vont inventer leurs propres désignants, que certains encyclopédistes vont les pratiquer à leur façon, et que en regardant l'organisation des connaissances du système figuré, de ce grand arbre, quand on regarde la façon dont les désignants ont été utilisés, eh bien, il est extrêmement difficile de s'y retrouver, et surtout de retrouver quelque chose qui puisse se rapporter à une classification. Et on va voir que ça ne facilite pas énormément le fait de s'y repérer dans cette encyclopédie. Et puis il y a des renvois entre les articles, des renvois entre les articles et les planches, des renvois des planches vers les articles, et évidemment des renvois
des articles vers l'ensemble des connaissances, des traités, des dictionnaires, des mémoires académiques. Et donc c'est un labyrinthe, ça fourmille de renvois. On parle souvent de l'encyclopédie comme quelque chose qui a un petit peu anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui les liens hypertextuels. D'accord ? Donc c'est énormément de renvois à l'encyclopédie. Et donc c'est aussi par ce biais que les liens entre les connaissances sont réalisés. Parlons maintenant des innovations. La première d'entre elles, c'est que les encyclopédies dictionnaires avant l'encyclopédie étaient uniquement le résultat de compilation. C'était en général une personne, 2 personnes, 3 personnes qui se réunissaient et qui réalisaient un travail de compilation. Avec l'encyclopédie, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. On fait appel à des savants, aux meilleurs scientifiques, aux meilleurs philosophes, aux meilleurs écrivains de l'époque. On les fait participer et on leur donne à écrire, eh bien, évidemment compiler, mais également ajouter et faire état des connaissances de ce qui se fait de nouveau, de plus nouveau dans chacun des domaines concernés. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu des savoirs vivants, d'accord, et qui va uniquement pouvoir se faire qu'à partir du moment, on va pouvoir confier cette tâche à une équipe extrêmement large. Et donc c'est une œuvre à la fois qui est, je vous l'ai dit, plus de 200 contributeurs, et donc qui est nécessairement polyphonique, puisque chaque auteur va imprimer une certaine façon, dans chacun des domaines concernés, une certaine façon d'écrire les articles, de traiter leur domaine, à la fois avec une partie de compilation et également avec du neuf. Et donc on retrouve évidemment de grandes plumes, de grands scientifiques. Là, vous avez Diderot et d'Alembert. D'Alembert, l'un des meilleurs mathématiciens de l'époque. Diderot, évidemment, on ne le présente pas comme écrivain, mais vous avez également Voltaire, Rousseau, à qui l'on confie l'intégralité des articles de musique, que d'Alembert va compléter pour certains. Montesquieu, qui publiera un article qui va paraître à titre posthume, Daubenton, et beaucoup des meilleurs spécialistes, on pourrait dire ça, de leur domaine à cette époque. L'un des objectifs de l'encyclopédie, et c'est également une innovation importante, c'est de réhabiliter les arts mécaniques contre les arts libéraux. Autrement dit, ce qu'on appellerait aujourd'hui les arts manuels contre les arts intellectuels. Quelque chose finalement dont on n'a pas réussi totalement à se débarrasser, loin de là. Mais c'est une affirmation très forte, une ambition très forte de réhabiliter tout ce qui se fait avec les mains, donc autrement dit tous les arts, tous les arts et les métiers. Et donc c'est quelque chose qui se matérialise notamment par l'intermédiaire d'un recueil de planches qui est là pour montrer ce qui se fait dans les ateliers, montrer les arts, montrer comment ils se pratiquent. Et donc c'est une revendication assez forte. Je vous renvoie notamment à l'article Art de Diderot à ce sujet. Donc le recueil de planches, qui est absolument magnifique, tout ça est dessiné et gravé, est une des plus belles réalisations du dessin et de la gravure à cette époque, au XVIIIe siècle. Et puis enfin, et je vais y passer un tout petit peu de temps parce qu'il semblait difficile de faire autrement, l'encyclopédie, c'est également une œuvre critique. Et c'est aussi ce qui fait, ce qui la caractérise, on pourrait dire quasiment le mieux, critique des savoirs, critique de leur élaboration, de leur transmission, de leur représentation, critique du dogme, de l'autorité. C'est une œuvre, un monument de l'époque des Lumières, un monument de notre histoire intellectuelle. Et sa dimension critique en fait l'une des principales forces directrices. Cet esprit critique, il se matérialise sous des formes diverses et variées. Juste pour vous en faire sentir quelques extraits, c'est difficile le mieux, c'est de citer certains passages. Je vous en ai sélectionné quelques-uns, j'espère pas trop, mais vous me direz, vous n'hésitez pas à me dire si je vais trop, je cite trop. Mais un article de Diderot pour commencer, l'article Autorité politique, qui est un article qui est l'un des articles tout de suite qui a posé problème. Il est paru dans le premier volume. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société, avantageux à la République, qui la fixe et la restreigne entre des limites, car l'homme ne doit, ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme. Il faut bien avoir en tête, quand je lis ça, le fait qu'on n'est pas... on est dans une autre époque. Voilà, l'encyclopédie a été interdite. Tout ce que je vais vous raconter, il faut bien se mettre dans ce contexte. Quand on écrit ce genre de choses, on l'écrit évidemment
dans un contexte totalement différent de celui d'aujourd'hui. L'article économie de Rousseau. La vénalité est poussée à tel excès que la considération se compte avec les pistoles et que les vertus mêmes se vendent à un prix d'argent. Telles sont les causes les plus sensibles de l'opulence et de la misère, de l'intérêt particulier substitué à l'intérêt public, de la haine mutuelle des citoyens, de leur indifférence pour la cause commune, de la corruption du peuple et de l'affaiblissement de tous les ressorts du gouvernement. La patrie ne peut subsister sans la liberté, ni la liberté sans la vertu, ni la vertu sans les citoyens. Vous aurez tout si vous formez des citoyens. Sans cela, vous n'aurez que de méchants esclaves, à commencer par les chefs de l'État. Or, former des citoyens n'est pas l'affaire d'un jour, et pour les avoir hommes, il faut les instruire enfants. Donc c'est la meilleure façon de rentrer dans l'encyclopédie qu'on en citait 2 petits passages. Alors j'en ai sélectionné d'autres. Intolérance de Diderot. On peut se rappeler que quelques heures après l'attentat de Charlie Hebdo, assez récent lui, l'une des choses qu'on a ressorti immédiatement sur le site de l'Ancre, qui était, l'édition n'était pas encore en ligne, on avait déjà un site pour présenter nos travaux, l'article Intolérance de Diderot, entre autres. L'intolérance ecclésiastique consiste à regarder comme fausse toute autre religion que celle que l'on professe et à le démontrer sur les toits sans être arrêté par aucune terreur, par aucun respect humain. Tout moyen qui relâche les liens naturels et éloigne les pères des enfants, les frères des frères, les sœurs des sœurs, est impie. Tout moyen qui tendrait à soulever les hommes, à armer les nations et tremper la terre de sang, est impie. Il est impie de vouloir imposer des lois à la conscience, règle universelle des actions. Il faut l'éclairer et non la contraindre. L'article fanatisme de Deller. On ne sait guère quel parti prendre avec un corps de fanatiques. Ménagez-les, ils vous foulent aux pieds. Si vous les persécutez, ils se soulèvent. Il n'y a que le mépris et le ridicule qui puissent les discréditer et les affaiblir. On dit qu'un chef de police, pour faire censer les prestiges du fanatisme, avait résolu de concert avec un chimiste célèbre de les faire parodier à la foire par des charlatans. Donc je vous laisse apprécier le ton critique de l'encyclopédie. Traite des nègres de Jaucourt. On dira peut-être qu'elle serait bientôt ruinée, ces colonies, si on y abolissait l'esclavage des nègres. Il est vrai que les bourses des voleurs de grands chemins seraient vides si le vol était absolument supprimé. Mais les hommes ont-ils le droit de s'enrichir par des voies cruelles et criminelles? Non. Que les colonies européennes soient donc plutôt détruites que de faire tant de malheureux. Donc là encore, discours extrêmement engagé. Article guerre de Jaucourt, difficile de ne pas le citer. La guerre étouffe la voix de la nature, de la justice, de la religion et de l'humanité. Elle n'enfante que des brigandages et des crimes. Avec elle marche l'effroi, la famine et la désolation. Elle déchire l'âme des mères, des épouses et des enfants. Elle ravage les campagnes, dépeuple les provinces et réduit les villes en poudre. Et puis, un dernier, on va terminer par d'Alembert. N'y voyez aucune... On ne trouvera dans cet ouvrage, dit-il dans l'avertissement du 3e volume, celui publié en 1753, on ne trouvera dans cet ouvrage ni la généalogie des grandes maisons, mais la généalogie des sciences, plus précieuse pour qui sait penser. Ni les conquérants qui ont désolé la terre, mais les génies immortels qui l'ont éclairée. Ni enfin une foule de souverains que l'histoire aurait dû proscrire. Le nom même des princes et des grands n'a droit de se trouver dans une encyclopédie que par le bien qu'ils ont fait aux sciences. Parce que l'encyclopédie doit tout au talent, rien au titre, et qu'elle est l'histoire de l'esprit humain et non de la vanité des hommes. Alors, ça c'est quasiment des morceaux de bravoure, pourrait-on dire, engagés, courageux. On trouve également l'encyclopédie, la critique, de façon également beaucoup plus discrète. Je vous ai dit, l'encyclopédie c'est beaucoup de compilations. Il y a des nouveaux morceaux qui sont apportés, puisqu'on confie l'encyclopédie à des spécialistes, mais certains, et notamment Diderot ou Jaucourt, vont se faire un exercice que l'une des sources principales, c'est le dictionnaire de Trévoux. Diderot a énormément puisé dans le Trévoux, de détourner les articles initiaux de Trévoux en les compilant et en leur donnant ce petit sel critique. Alors, ce ne sont que quelques exemples.
sur lequel, pour Trévoux et les rapports entre Trévoux et l'encyclopédie, hein, je vous incite à aller lire les travaux de Marie Lecatsiomis, et évidemment sur Diderot. Donc l'article imparfait. Dans le Trévoux, on lit « Les grands bâtiments demeurent souvent fort imparfaits ». Dans l'encyclopédie, cela devient « Un grand bâtiment demeure imparfait lorsqu'un ministre est déplacé et que celui qui lui succède a la petitesse d'abandonner ses projets ». Inestimable, dans l'encyclopédie, on lit « Le roi a dans son garde-meuble des richesses inestimables ». Encyclopédie, on dit que le roi a dans ses garde-meubles des richesses inestimables en peinture et qu'elles y périssent sous la poussière. Huer, quand on voit sortir quelqu'un d'un mauvais lieu, tout le monde le hue. Encyclopédie, on hue dans les rues un prêtre ou un moine qui sort d'un mauvais lieu. Donc, c'est très intéressant parce que ça vous montre une autre façon à la critique de s'exprimer dans l'encyclopédie et tout l'intérêt également que peut avoir une équipe comme celle que je ne fais que représenter aujourd'hui, eh bien, d'essayer de... vous imaginez ici des passages qui ont d'autant plus d'intérêt que, eh bien, on est capable de montrer au lecteur d'aujourd'hui, eh bien, le fait que cela vient d'un dictionnaire Trévoux qui est écrit, on va dire, par des religieux au sens large, et que Diderot, Jaucourt et d'autres, eh bien, vont détourner en les compilant. Et donc dans l'encyclopédie, il y a tout un travail à faire, eh bien, non seulement un travail qui est classique, hein, d'édition critique, dans le sens où on a une œuvre qui est ancienne, et puis bien évidemment pour rendre accessible au lecteur d'aujourd'hui qu'il faut expliquer, remettre dans son contexte, mais on a également tout un travail à faire sur la façon dont l'encyclopédie a été construite, a été réalisée, ce qu'on appelle sa manufacture. La manufacture, c'est rechercher des sources de l'encyclopédie. Qu'est-ce que les encyclopédistes ont utilisé, ont compilé? C'est parfois écrit de façon explicite, mais c'est souvent totalement implicite. Dans ce genre de cas, il est peu probable que Diderot ait indiqué la source de son écrit, qu'il a détourné une citation. Et, voilà. Et donc tout un travail, tout un pan du travail qu'on réalise dans le cadre de ce projet, eh bien, c'est de rendre ce travail de manufacture le plus accessible possible, avec tout le travail de remise en contexte historique, scientifique, philosophique, etc., eh bien, qui fait partie du travail de façon plus classique des historiens. Une dernière citation, et après je passe sur les citations et je vous emmène plutôt vers l'édition numérique qu'on a réalisée. Vous voyez ici un extrait d'une planche. Alors, j'ai fait ça, j'ai commencé à préparer la conférence il y a quelques semaines, donc j'ai complètement oublié de quelle planche il s'agit. Ah bien, voilà. Voilà un jeu étonnant et plutôt rigolo. De quelle planche s'agit-il? C'est en ligne, donc normalement ça se trouve. Un article, un extrait, je vous ai parlé de la réhabilitation des arts mécaniques, et donc je souhaitais juste l'illustrer. Le plus facile, c'est de le faire grâce à une citation de d'Alembert, puisque c'est l'auteur du discours préliminaire, et que, évidemment, le discours préliminaire contient les objectifs, l'exposé des principaux objectifs de l'encyclopédie. Le mépris qu'on a pour les arts mécaniques semble avoir influé jusqu'à un certain point sur les inventeurs mêmes. Donc les arts mécaniques, encore une fois, dans le sens d'art manuel. Les noms de ces bienfaiteurs du genre humain sont presque tous inconnus, tandis que l'histoire de ces destructeurs, c'est-à-dire des conquérants, n'est ignorée de personne. Cependant, c'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources. J'avoue que la plupart des arts n'ont été inventés que peu à peu, et qu'il a fallu une assez longue suite de siècles pour porter les montres, par exemple, au point de perfection où nous les voyons. Mais n'en est-il pas de même des sciences? Vous avez sur cette citation, eh bien, l'un des objectifs résumés, l'un des objectifs de l'encyclopédie qui vont être de mettre le travail des artisans, le résultat du travail des arts, des métiers, à l'honneur dans l'encyclopédie, en redonnant eh bien, celui qu'on porte habituellement et principalement uniquement aux sciences. C'est écrit, ça a d'autant plus de force qu'évidemment dans le discours préliminaire, c'est écrit par, on peut dire, un scientifique. Et donc vous voyez, les planches eh bien, vont, eh bien, l'un de leurs objectifs, ça va être de représenter eh bien, les ateliers, les métiers, les hommes et les femmes en train de travailler. Et ça s'inscrit dans ce cadre-là. Alors maintenant, qu'est-ce que l'encre? Deuxième partie, c'est le moment de regarder un petit peu si je ne suis pas trop long, ça va à peu près. Presque un peu plus de la moitié. Qu'est-ce que l'encre?
une édition numérique, collaborative et critique de l'encyclopédie de Roy d'Alembert. Évidemment, ça a été fait par beaucoup de monde. Et j'ai encore une citation. C'est presque la dernière. Je vous promets. Quand on vient à considérer la matière immense d'une encyclopédie, la seule chose qu'on aperçoive distinctement, c'est que ce ne peut être l'ouvrage d'un seul homme. Qu'est-ce qui définira exactement le mot conjugué si ce n'est un géomètre? Le mot conjugaison si c'est un grammairien? Le mot hypostase si ce n'est un théologien? Le mot métaphysique si ce n'est un philosophe? L'encyclopédie, son but, c'est de rassembler tous les savoirs, dans tous les domaines, sur les sciences, les arts et les métiers. Et quand une équipe d'historiens a commencé à essayer d'imaginer de pouvoir réaliser une édition critique de cette œuvre-là, dans toutes ses dimensions, et évidemment dans toutes les disciplines dont elle traite, eh bien, il a fallu faire ça de façon collaborative, réaliser ça de façon collaborative, de façon à être à la hauteur de l'enjeu. Et donc, c'est une édition collaborative. Et donc, c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'on est aujourd'hui une équipe dans l'encre de plus de 200 personnes, que ce travail, donc vous avez cité Alain Tchernouski, qui actuellement dirige avec moi ce projet. Il a été fondé également avec Marie Lecatiomis et Irène Passeron. Et évidemment, vous avez également 2 contributeurs ici devant vous de cette édition. Je les citais comme d'Alembertien, je les cite maintenant aussi comme, on dit en Christ maintenant, c'est carrément voilà, des membres de l'encre, Luc Chabot et Frédéric Chamba. Et donc, on a énormément de collègues qui sont spécialistes du XVIIIe siècle dans telle ou telle discipline, de différents savoirs, qui participent actuellement à la réalisation de cette édition critique. Donc je vais essayer de vous dire quelques mots et de vous présenter les principaux enjeux. Ce qu'on a essayé de faire. Ça, c'est la page de garde, une partie de la page d'accueil de cette encyclopédie. L'adresse, je vous l'ai déjà donnée. Il suffit de taper encre avec 2 C sur les moteurs de recherche, le moteur de recherche de votre choix. Vous voyez tout de suite la matérialité de l'ouvrage, vous voyez tout de suite les volumes de l'encyclopédie et leurs tranches. Je vais y revenir. Alors cette encre, c'est la première édition critique. Personne n'avait jamais été assez dingue, si je puis me permettre, pour essayer de se lancer dans cette histoire de réaliser une édition dans laquelle le projet, c'est de mettre à disposition, non seulement bien sûr l'encyclopédie, mais tout ce qu'on sait d'elle aujourd'hui. Mettre à disposition tout ce que les chercheurs, et les chercheurs ont amassé comme connaissance sur le sujet. Et le faire de façon adaptée, articulé le plus finement à l'œuvre, de façon à ce que ça soit le plus facilement accessible par les lecteurs et lectrices d'aujourd'hui. Et il n'y avait pas 50 000 façons de le faire. L'encyclopédie est trop complexe, trop imbriquée, trop polyphonique, trop vaste pour pouvoir le faire autrement qu'en utilisant les outils numériques. Et donc c'est une édition évidemment numérique qu'on a fait avec l'outil numérique. Et je vais vous montrer à quel point ça a été utile et ça fonde en partie le projet et ses objectifs. Elle est collaborative, je vous l'ai dit. Elle est collaborative parce qu'on ne peut pas réaliser une édition critique de l'encyclopédie sans rassembler les spécialistes de tous les domaines de savoir dont il est question dans l'encyclopédie. Et puis aussi parce qu'on a réalisé l'édition critique de l'encyclopédie, cette édition, en se disant qu'on allait le faire sur le temps long. Donc on n'a pas livré une édition prête à un instant T. On a réalisé une édition qui présente l'ensemble des matériaux de l'encyclopédie et on en réalise les éclairages, les notes, les présentations au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc on a mis tout de suite un maximum de choses en ligne et on a toute une équipe qui travaille à enrichir progressivement toutes ces choses-là. Ce qui fait la force du côté collaboratif et également le fait qu'on est parti pour un certain nombre d'années, de dizaines d'années, pour ne pas dire, si ça se trouve, de siècles, si l'encyclopédie continue à être étudiée comme elle l'est aussi intensément aujourd'hui et depuis des décennies. Elle est également, et ça mérite d'être signalé, elle est fondée sur la numérisation d'un exemplaire en haute définition, et bien d'un exemplaire que je vous ai présenté tout à l'heure rapidement, dans son jus, si je puis me permettre, la Bibliothèque Mazarine de l'Institut de France. Alors, et j'aimerais commencer par là. Quand on a commencé à s'intéresser à ce projet, en 2010, c'est l'idée de faire une édition critique de l'encyclopédie, c'est né en 2010. C'est très connexe aux travaux en cours de l'édition critique et commentée des œuvres complètes de d'Alembert. On cherchait d'ailleurs un moyen de le faire, c'était de comment est-ce qu'on va éditer la contribution de d'Alembert à l'encyclopédie, alors qu'elle est tellement interconnectée au reste de l'ouvrage. Comment faire ça? On va le faire
on va le faire avec le numérique, avec le web, avec les outils numériques. Et on a commencé de travailler avec Maria Katsoumis, avec des spécialistes de Diderot, puis avec des spécialistes de Rousseau, comme Alain Tchernouski. Voilà. Et tout de suite, petit à petit, on a commencé à construire ces... Et la première chose qu'on s'est demandé, eh bien, quel exemplaire on va utiliser? Et donc, on a été rechercher les exemplaires en ligne, consultables en ligne. Et on a eu une surprise assez étonnante pour les historiens que nous sommes, c'est de constater qu'à l'époque, il n'existait aucune édition complète d'une édition originale de l'encyclopédie, complète, expertisée, accessible au public. Alors, c'est d'autant plus important que l'histoire de l'encyclopédie, elle est trop complexe pour qu'on puisse, en tant qu'historien, se permettre de réaliser une édition en négligeant ce point-là. Une édition originale. Tout historien le ferait, mais dans le cadre de l'encyclopédie, c'est encore plus important. Pour des raisons, d'abord parce que je vous ai parlé de son histoire complexe, elle a été également fait l'objet de nombreuses éditions pirates, des tirages, des retirages. Elle a eu un énorme succès, dans lesquels on voit des choses bouger, des ajouts, des corrections. Les libraires même qui ont publié l'encyclopédie ont essayé de la détourner en partie. Il en existe des nombreuses chimères, des exemplaires hybrides, qui sont des rassemblements d'exemplaires tirés de différentes éditions différentes, d'exemplaires différents. Et évidemment, c'est une histoire éditoriale complexe parce que polémique. Et donc, cette dimension-là éditoriale, faisait qu'il était absolument indispensable de pallier cette lacune, ce manque précis. Juste pour vous donner une petite idée, donc parmi les exemplaires qu'on a trouvés, il y en a un sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, mais incomplet. Il manque un certain nombre de volumes de planches et non expertisés. Un exemplaire d'RTFL, c'est la première édition vraiment avec celui de Redon. Il est sous la forme d'un CD-ROM. Il existe toujours d'ailleurs. Après, de moins en moins utilisé le CD-ROM, mais ça a été un outil de travail utile. Mais la première encyclopédie en ligne sur le web, elle a été faite par une équipe d'RTFL, une équipe de l'Université de Chicago, qui a réalisé une édition sur la base de ce qu'on appelle un pergamon. C'est un exemplaire hybride que l'un des meilleurs spécialistes de l'encyclopédie, aujourd'hui décédé, mais qui s'appelle Jacques Proust, qualifiait de monstre, dans la mesure où c'est tiré de différentes éditions, exemplaires, etc., sans qu'on sache vraiment comment est-ce qu'elle a été constituée. On est très loin d'une édition originale, de l'édition dite de Paris, d'un premier tirage de cette édition. Celle qu'ont supervisé, bien sûr, Diderot, d'Alembert et leur équipe. L'exemplaire différents autres exemplaires, et même celle de Wikisource, dont on a utilisé la transcription, se reposait sur des chimères hybrides dans le cas de Wikisource, de celle de Gallica et du pergamon d'RTFL. Et donc, la première étape, ça a été de trouver un exemplaire original. Le projet, il est soutenu, et on les remercie encore, il est toujours soutenu par l'Académie des sciences. L'encre, c'est un projet de l'Académie des sciences de Paris. Et c'est l'Académie des sciences qui nous a fourni les ressources financières pour lancer ce projet et réaliser notamment la numérisation d'un exemplaire qu'on a trouvé pas loin. Du coup, c'est aussi la raison pour laquelle c'est l'exemplaire de la Mazarine qui a été trouvé, qu'il a fallu expertiser. Voilà, donc on a expertisé en utilisant un autre travail fondamental, c'est les travaux de Schwab, l'Inventory of Diderot Encyclopédie, qui est un travail majeur pour toute personne travaillant sur l'encyclopédie, qui a réalisé, rassemblé, qui a fait un travail d'expertise de nombreux tirages, éditions de l'encyclopédie à travers le monde, et qui a réalisé tout un critère d'expertise matérielle d'un exemplaire, d'un tirage de l'encyclopédie. Et donc, armé de toutes ces études, on a réalisé un inventaire, une analyse, page par page, de l'ensemble des volumes de l'encyclopédie, les 18 000 pages de texte et l'ensemble des milliers de pages de planches de l'encyclopédie. Expertise non seulement nécessaire pour s'assurer qu'il s'agissait d'un premier tirage, mais également nécessaire pour préparer une numérisation fine et en haute définition de l'encyclopédie. Et donc ça a été la première étape. Et on comble ainsi une lacune qui nous paraissait essentielle. On donne à lire, grâce à cette édition, une version numérique en haute définition, complète et expertisée d'une premier tirage de l'édition dite de Paris de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et elle est librement accessible, comme tout ce qu'on publie sur cette édition.
Donc je redonne le lien, c'est pas de la publicité, ça ne fait pas gagner d'argent, pas du tout. C'est parce que c'est pour la transition. Comment fonctionne cette encyclopédie? Je vous ai parlé du numérique. Je vais vous dire un petit peu comment on l'a utilisé, comment on l'utilise toujours. Ce que vous pouvez aller consulter, eh bien, c'est cette interface de consultation que je donne en bas et avec le lien correspondant. Cette édition, eh bien, elle est alimentée par des données, comme tout ce qu'on trouve sur le web. Des données encyclopédiques, c'est-à-dire des données qui viennent du contenu original de l'encyclopédie, et des données qui correspondent à tout ce qu'on va, en tant qu'historien, ajouter, que ce soit des travaux des historiens actuels ou des travaux qu'on a tirés des études qu'on a utilisées ou qui ont été rassemblées sur l'encyclopédie. Donc c'est des données encyclopédiques et des données critiques. Et l'ensemble de ces données encyclopédiques et de ces données critiques, on s'est construit une plateforme numérique qui est réservée aux membres de l'équipe, sur laquelle on a les moyens d'enrichir progressivement ces données, de les corriger, de les décrire, et ensuite de se répartir les articles pour les annoter, les présenter, et au terme d'une validation scientifique classique, on soumet les travaux pour relecture à nos pairs, le tout est publié de l'interface d'édition réservée aux membres du projet vers l'interface de consultation publique et accessible à toutes et à tous. Et c'est par ce moyen-là qu'on se retrouve avec un contenu qui ne cesse d'évoluer et qui bouge en fonction des résultats et des travaux qui sont conduits par l'équipe de l'encre sur la plateforme collaborative numérique sur laquelle on travaille pas à pas, autant que faire se peut. Et du coup, vous parlez de ce que c'est que l'encre, c'est vous parler un petit peu de le cœur, de ce que vous voyez ici au milieu, ce sont les données. Les données encyclopédiques et les données critiques. Quand on fait une édition, on construit une politique éditoriale, une politique scientifique, dans laquelle on se pose des questions importantes. Qu'est-ce qu'on édite? Ça va de soi. Je vous ai parlé de l'exemplaire, de l'édition utilisée. Surtout, comment est-ce qu'on l'édite? Quelles règles on va se fixer pour éditer ce contenu-là? Et question d'autant plus importante qu'on est face à un contenu extrêmement complexe. Là, les sous-questions qu'on s'est posées très rapidement pour le faire, c'était qu'est-ce qu'on va repérer dans le texte de l'encyclopédie? Quels sont les éléments importants? Les éléments qui ont un sens, qui ont un rôle particulier dans l'édition. Parce que les encyclopédistes ont voulu lui donner un rôle important dans l'encyclopédie. C'est par exemple le titre d'un article. Ça, c'est évidemment un mot qui a un sens important, qui a un rôle important. Et encore faut-il le repérer, être capable de dire, là, vous avez le titre de l'article. Et ensuite, c'est d'autant plus important que l'idée, c'est de pouvoir faire des recherches à l'intérieur. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ce déroulement-là de façon rapide, parce que sinon, on a beau être pas encore trop tard, je risque de vous endormir. Quel constituant? Qu'est-ce qu'on a repéré dans le texte de l'encyclopédie? Comment est-ce qu'on l'a fait? Et comment le connecter avec des éléments critiques? Donc, autrement dit, tout ce que les chercheurs sont en mesure d'apporter sur le sujet. Et quel lien on établit entre eux? Alors, je vais vous donner quelques exemples. D'abord, juste un exemple visuel. Vous avez ici un article co-signé par La Chapelle et l'encyclopédie, et d'Alembert, pardon, excusez-moi. Ce qu'on ne voit pas immédiatement. Un extrait, c'est un article d'ailleurs intégral ici, et j'ai surligné sur cet article des constituants encyclopédiques, des éléments de cet article qui ont un rôle important, auquel on a souhaité donner un rôle important, de façon conforme, pensons-nous, les historiens, au projet encyclopédique et aux fonctions que ces éléments ont dans l'œuvre originale. L'article s'appelle « Chercher » et on a un autre morceau, la quantité cherchée. Ça, c'est ce qu'on appelle la vedette, le titre de l'article. Donc on a défini comment repérer de façon systématique l'ensemble de ces éléments dans l'encyclopédie. Je vous rappelle qu'il y a 174 133 articles répartis dans près de 18 000 pages. Ensuite, vous avez Alge là, ce qu'on appelle une indication grammaticale. On les a repérés aussi de façon exhaustive. Vous avez ces fameux désignants dont je vous parlais tout à l'heure, algèbre et géome. Il s'agit bien sûr de l'algèbre et de la géométrie. Et vous en avez une dizaine de milliers de sortes différentes de ces désignants. Et l'intérêt, c'est parce qu'ils sont tellement nombreux, divers et variés qu'il est extrêmement intéressant de pouvoir les repérer de façon exhaustive.
Et donc c'est ce qu'on a fait, hein, en mettant des balises et en se donnant des moyens, en surlignant, de les repérer. Vous avez cette mention de Chambers ici que vous pouvez voir à la fin du premier paragraphe. Ça indique, c'est une référence à l'encyclopédia. Je vous ai parlé de la encyclopédia de Chambers. C'était l'œuvre dont on devait, dans l'encyclopédie, devait être une traduction au début, initialement. Et qui finalement, eh bien, ça sera beaucoup plus que ça. Mais cette encyclopédia a été compilée en partie, notamment d'ailleurs pour la partie mathématique et physico-mathématique. Et donc, ce Chambers ici, ça indique qu'il y a fort à parier. D'ailleurs, une fois qu'on l'a vérifié, ça a été fait, je peux lui dire que c'est le cas, c'est que cet article, c'est une traduction, enfin mot à mot, mais quasi, une compilation de l'article correspondant dans la encyclopédia de Chambers. Et donc cette mention, elle est importante. On la repère. Et on va faire plus que la repérer. Il faut également indiquer au lecteur d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et là c'est un exemple de connexion critique, la connecter avec le titre de l'ouvrage. Quelqu'un qui connaît pas de Chambers, qui n'a jamais entendu parler de ça, comment est-ce que vous voulez qu'il devine que c'est la Encyclopédia de Chambers, que c'est une œuvre qui a été publiée en 1728 et qu'on trouve en ligne d'ailleurs. Et donc on peut également éventuellement le renvoyer vers ces œuvres en ligne. Mais tout ça, ça nécessite de repérer et de connecter. Vous avez une signature, une marque, le E entre parenthèses. Là encore, quelqu'un qui ne connaît pas l'encyclopédie ne peut pas savoir que c'est la marque de La Chapelle, l'un des auteurs principaux des articles de mathématiques avec d'Alembert et Rallier des Ourmes, l'auteur de beaucoup d'articles de géométrie en particulier. Et c'est pareil, on la repère comme signature, évidemment, on va la connecter avec l'auteur de cet article. Et vous avez ces fameux renvois. Vous voyez problème, vous voyez arithmétique universelle. Deux exemples ici de renvois vers d'autres articles pour faire ces liens, ces connexions entre les savoirs. Et des renvois, il y en a des quantités industrielles dans l'encyclopédie. Et puis la marque d'Alembert, le O en italique, entre parenthèses, qui est la signature d'Alembert dans l'encyclopédie, qu'on trouve sur les pages des volumes des œuvres complètes d'Alembert. On peut se faire un peu de publicité au passage. C'est pareil, ça rapporte rien, mais ça fait plaisir. Alors, vous comprenez également le sens du mot collaboratif, hein, dans le sens il n'était pas question de faire ça tout seul. Donc là encore, le fait d'être nombreux dans cette équipe a permis de faire ça de façon exhaustive. Donc on a appliqué des algorithmes de repérage, de pré-repérage automatique, et après on a tout vérifié, page à page, avec une interface numérique, avec évidemment le repérage et la version numérisée de l'exemplaire de la Mazarine, en regard. On a tout vérifié page à page. Et donc on a repéré 74 133 vedettes, c'est le nombre qu'il y a, ce qui nous permet de dire qu'il y a 74 133 articles, à l'unité près. On a 26 602 indications grammaticales, 67 421 désignants, plus de 41 000 signatures, plus de 70 000 renvois, et on est en train de repérer les mentions bibliographiques, et on en a repéré 3 000 environ. Alors, un élément qui peut peut-être vous questionner, je vous ai dit 74 133 articles, et je viens de vous dire qu'il y avait 41 000 signatures. 41 000 signatures. A priori, normalement, vous devez tout de suite en déduire, par un calcul rapide, qu'il y a au moins 30 000, plus de 30 000 articles qui ne sont pas signés dans l'encyclopédie. Donc, travail immédiatement passionnant pour les historiens, et puis qui est information essentielle pour les lecteurs de l'encyclopédie, de l'édition, qui a écrit les articles non signés de l'encyclopédie. Vous imaginez que c'est l'une des lignes directrices de nos recherches, l'une des principales lignes directrices de nos recherches aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a essayé de répondre à cette question? Alors, je vais y venir. Avant ça, je vous ai parlé de données encyclopédiques. On les a décrites de cette façon, en les repérant, en les décrivant, et on a essayé de les connecter avec des données critiques. On a fait à la fois classique, et on a été chercher un peu de complications. Classique dans le sens où on a fait des notes ponctuelles, comme ça se fait dans toutes les éditions critiques, mais avec le web, c'est plus facile, on peut surligner le passage qu'on annote. Donc on peut annoter un mot, une formule, un signe, une tâche même quasiment, pourrait-on dire, un paragraphe, tout l'article dans son intégralité. On a une capacité d'expressivité en termes d'annotation qui est beaucoup plus évoluée que via l'appel de notes, avec la note en bas de page ou en fin de volume ou fin de chapitre qu'on trouve dans les éditions au format papier. On a annoté également, on a créé des notes sur les constituants encyclopédiques. Ces constituants ont des fonctions. La vedette, le titre de l'article, ça nous renvoie à la question de la construction de la nomenclature de l'encyclopédie.
La signature, c'est la question de l'octorialité. Qui a écrit les articles de l'encyclopédie? Et donc on les connecte avec des données critiques sur les contributeurs et les encyclopédistes en tant que tels. Les mentions dont je viens de vous parler, les mentions bibliographiques, c'est la question de la compilation, des références, etc. etc. Et donc on s'est donné les moyens d'annoter directement ces éléments de constituants, donnant ainsi à notre appareil critique un ensemble de directions très claires, étroitement articulées avec les enjeux qui se posent, les enjeux de l'éclairage de l'encyclopédie tels qu'on les a définis avec l'équipe de l'encre. Et puis, derrière, on a fait plus classique pour le coup, des dossiers critiques pour présenter un article dans son ensemble, ses enjeux, ses objectifs, sa réception, etc., donner de la bibliographie, et des dossiers transversaux qui permettent de traiter des thèmes, des ensembles d'articles, des ensembles d'articles et de planches, etc., etc. Un exemple ponctuel de l'intérêt de connecter des données encyclopédiques avec des données critiques. Vous avez ici un article jet d'eau hydraulique. C'est pour nous rafraîchir un peu. Donc c'est un article qui est signé de la lettre K. Et je vous ai déjà dit, on trouve beaucoup de ces marques de contributeurs. Il y a énormément de marques qui se présentent sous cette forme, de signatures qui se présentent sous cette forme. Donc ce qu'on fait, c'est simple. Je vous ai dit qu'on repérait la signature. C'est une donnée encyclopédique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la connecter avec une donnée critique. La donnée critique, c'est quoi? C'est d'Argenville, l'encyclopédie d'Argenville, qui a écrit une bonne partie des articles d'hydraulique et de jardinage de l'encyclopédie. Et d'Argenville, eh bien, on va pouvoir lui associer une fiche pour expliquer sa vie, son œuvre, etc., tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on connaît de lui. Et puis, on va pouvoir également résumer la liste des articles qu'il a signés, parce qu'on a repéré chacune des signatures qui se présentent et qu'on a connecté chacune de ces signatures à l'entité d'Argenville. Donc, une fois qu'on a fait ça, on génère très facilement une liste extrêmement précise, fondée sur un repérage exhaustif de l'ensemble de ces signatures de l'encyclopédie. Mais on peut encore faire mieux. Et on peut annoter le lien. D'ailleurs, j'allais l'oublier. On peut annoter ce lien, cette connexion faite entre la signature et le contributeur. Ça a un intérêt parce que qu'est-ce qui vous prouve que le cas, c'est la signature d'Argenville? Parce que je ne suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. D'abuser de votre confiance. C'est possible. Donc, quand on est historien, l'idée, c'est d'être raisonné de bout en bout de l'édition qu'on donne. Un caractère d'exigence scientifique, à minima. Pour faire l'intérêt de ce lien, de cette connexion, l'intérêt de pouvoir l'annoter, c'est de la justifier. Et dans le cas, alors c'est un cas simple, mais qui va nous permettre malgré tout de renvoyer le lecteur vers les tables de correspondance de l'édition, de correspondance entre les signatures et les contributeurs. Si je vous l'affiche en grand, ça c'est l'une des tables qu'on trouve dans l'encyclopédie. Celle-là, c'est la plus facile à trouver. Elle se trouve dans le volume 1. Mais il y en a d'autres bien cachées à la fin de certains volumes. Et qui donnent d'ailleurs des signatures d'encyclopédistes qui sont apparus, qui ont rejoint l'équipe des encyclopédistes a posteriori, après la publication de plusieurs volumes. Tous ceux qui ont travaillé à cette encyclopédie devant répondre des articles qu'ils ont revus ou composés, on a pris le parti de distinguer les articles de chacun par une lettre mise à la fin de l'article, etc., etc. Et donc là, vous trouvez le K d'Argenville, le O d'Alembert, le M de Malouin, le L de Tarin, etc., etc. Le D de Goussier, des grands auteurs de planches de l'encyclopédie, notamment. Un cas un peu plus compliqué. C'est devenu un cas d'école, mais c'est l'occasion de citer un autre collègue d'alembertiste de l'Université de Lyon, qui s'appelle Fabrice Ferlin, qui est un spécialiste de l'histoire de l'optique, d'alembertien. On a ici un article avec Jardin, ça se termine par K, et on a un astérisque là, qui au début de l'article, qui est surligné en violet. L'astérisque, c'est la signature de Diderot. Voilà. On pensait jusqu'à encore il y a quelques années, 2-3 ans, que Diderot avait quasiment signé tous ses articles avec un astérisque, à l'exception de quelques centaines. Marie Lecatiromis en a trouvé 2 ou 3 milliers supplémentaires récemment. Et donc c'est ce travail d'attribution. Et on a ici un bel exemple, pour le coup c'est l'inverse, d'un article de Diderot qui n'en est pas un. Grâce au travail de Fabrice Ferlin, spécialiste de l'optique, qui connaît l'œuvre d'Alembert suffisamment, pour avoir montré dans un article publié dans une revue, que ce passage de l'encyclopédie, c'est un article mais de d'Alembert, et pas de Diderot.
Et donc, dans ce cas-là, et on va, avec notre simple système, tout bête, on va surligner l'astérisque, qui est la signature de Diderot, et non pas le connecter à Diderot, comme d'habitude, mais à d'Alembert. Et dans ce cas précis, c'est une attribution. On attribue l'article, la partie d'article correspondant à d'Alembert. Et il faut le justifier, bien sûr, puisque c'est un acte critique. Justifier et expliquer au lecteur pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là. Et la note, qui porte sur le lien entre la signature et le contributeur, nous permet de le faire. Et on est ainsi non seulement capable de dresser une liste des articles qui ont été signés, mais également une liste des articles qu'on a pu attribuer grâce au résultat de la recherche à tel ou tel encyclopédiste. Ça marche aussi pour les articles qui n'ont pas de signature, évidemment. Dans ce cas précis, pas de signature, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue voilà, un exemple d'article qu'on sait être l'œuvre de Rousseau, mais qui n'est pas signé. On le sait grâce à Alain Tchernouski. L'article, eh bien, on va le lier entièrement, dans son intégralité, au contributeur Rousseau. Et ainsi, dans la liste des articles attribués de Rousseau, va pouvoir apparaître cet article. Et on va annoter le lien où Alain Tchernouski, le chercheur, va signer la justification de cette attribution. Et du coup, ben, on est parti comme ça, avec les signatures repérées, les 41 000 signatures. On a fait autant de notes pour les lier aux contributeurs correspondants. Donc 41 000 signatures repérées, 41 000 notes pour faire le lien entre les signatures et les contributeurs. Et puis on est en train de construire actuellement les attributions. À chaque fois qu'on a une attribution, on va rédiger une note et la lier soit avec la signature si elle est erronée ou s'il y a besoin de la rectifier, soit avec l'article en question et le lier au contributeur. Pour l'instant, il y a 2000 notes d'attribution, donc 2000 articles dont on a trouvé les auteurs, pas uniquement nous, ça s'appuie sur des recherches antérieures et sur des travaux qui sont en cours et qui permettent d'en découvrir de nouveaux. Et on a des fiches contributeurs dans lesquelles on présente des notices de présentation des œuvres des encyclopédistes, de leurs contributions, avec pour chacun la liste de ces articles attribués et signés, basés sur ce repérage fin dans l'édition originale. Ce qu'on a fait là, on l'a fait sur tous les éléments que je vous ai présentés. Donc on s'est amusé à faire ça pour les désignants. Et les désignants, on ne les a pas connectés à la notion de contributeur, évidemment, mais on les a désignés à une notion de domaine. Le domaine, un domaine de savoir. Ça permettait quoi? Ça permettait d'essayer de permettre au lecteur d'arriver avec la possibilité de rechercher par domaine. Dans la mesure où les désignants, je vous l'ai dit, ne correspondent pas à une classification des savoirs, eh bien, la seule façon de construire une recherche par domaine de savoir dans notre édition, c'était de l'interconnecter de façon très précise au repérage des désignants dans l'encyclopédie. Et c'est ce qu'on a fait. Par ce même moyen, on repère les désignants et on lie chaque désignant avec le domaine correspondant. Ça fait quoi? Ça fait 67 000 notes entre tous les désignants et les domaines correspondants, justifiant le travail, et les 5 000 notes supplémentaires parce que certains articles ne contiennent pas de désignants, mais suffisamment d'éléments nous permettant, là encore de façon critique et surtout justifiée, de faire le lien avec un domaine. Et puis on a fait ça sur les renvois, voilà, pour un renvoi d'un article vers... Il y a des articles qui ne renvoient vers rien. Ça arrive souvent, les impasses dans l'encyclopédie. Parce que quand un auteur a écrit un article en 1751, eh bien, en disant je vais renvoyer à tel article, eh bien, l'article est parfois apparu une dizaine d'années plus tard. Alors, c'est pas forcément lui qui l'a écrit, ou alors, eh bien, une fois que l'encyclopédie a été interdite et que je cours à repris la direction, eh bien, on a parfois oublié de le faire. Ou alors, on l'a fait, mais pas dans le domaine correspondant. Et donc, du coup, il est intéressant de pouvoir annoter tous ces liens parce que ça nous permet de guider le lecteur et de dire ah, là, non, vous n'allez pas trouver l'article annoncé. Et d'essayer de lui expliquer pourquoi quand on peut, etc. etc. Et dernier point, un dernier petit exemple, eh bien ici vous avez l'intérêt aussi de faire ça pour des œuvres, toutes les œuvres qui sont mentionnées. Pour chacune de ces œuvres, on va pouvoir lier la mention originale, telle qu'elle est présentée, et donc les allusions aussi, ou les œuvres dont les titres sont erronés, ou toutes les formes sur lesquelles on peut trouver les œuvres et les lier avec les références modernes de l'œuvre. Les informations qu'on a envie d'ajouter à cette œuvre, la liste de ses éditions, et des liens vers les versions en ligne. Donc on va être capable, grâce à ce système, là encore toujours le même système, en repérant les mentions dans le texte,
eh bien, de renvoyer le lecteur très facilement vers l'édition en ligne et de lui expliquer à quoi cette œuvre a servi, pourquoi est-ce qu'elle est mentionnée, quel a été son rôle dans la pensée de l'auteur, dans son travail de réalisation, d'écriture de cet article, via une note portant sur le lien entre la mention repérée et l'œuvre correspondante. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je suis déjà long, mais je vais vous montrer quand même très rapidement à quoi ça ressemble. Évidemment, au final, vous avez quoi? Eh bien, on a une plateforme collaborative où on travaille, les historiens travaillent, les membres de l'équipe travaillent, on corrige, on enrichit, on crée des liens, on rédige des notices, des présentations, des articles, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'est des données qui sont enrichies par l'équipe. Voilà. Donc avec des bases de données derrière, de nombreuses bases de données qui sont collectivement enrichies, des bases de données bibliographiques, des bases de données de contributeurs, etc. etc. Et vous avez les données sur les éditeurs aussi, hein, on sait qui fait quoi, etc. On a une chaîne éditoriale, et puis au final, eh bien, ça nous permet de présenter tout ça sur l'interface de consultation publiquement. On met à jour au fur et à mesure de nos travaux, etc. C'est en ligne depuis 2017. On est en 2023, ça fait 6 ans que c'est en ligne, et on continue à travailler, et tous les mois, il y a de nouvelles informations qui sont publiées sur le site. Alors, on est assez discret, donc on n'en fait pas voilà, mais c'est une édition qui est perpétuellement, pour l'instant en tout cas, enrichie. Grâce à ce système qui est voilà, critique, collaboratif, numérique, vous avez les principaux éléments de l'encre, de ce qu'elle veut dire, pour essayer de mettre à la portée, de mettre à disposition cette édition de la façon la plus raisonnée possible, la plus précise possible. Alors, je vous ai dit à quoi ça ressemble. Eh bien, ça, c'est la version en ligne que vous allez pouvoir trouver. Elle se présente, on a tenu à ce que cette édition, elle mette en valeur la matérialité de l'ouvrage, la matérialité de l'exemplaire, de notre exemplaire d'ailleurs. Il ne nous appartient pas, mais... Et donc vous avez immédiatement accès, alors je peux grossir un peu, mais bon, de toute façon c'est en ligne, donc normalement, même de loin, vous saurez que vous pouvez aller retrouver ça tout seul sur le... Alors attention, hein, je précise... quand je dis en ligne, c'est en ligne sur un ordinateur. On n'a pas beaucoup d'argent, si on peut dire. La recherche ne roule pas sur l'or, surtout pour faire des choses de ce genre-là. Donc je précise au passage, on n'a pas encore eu suffisamment d'argent pour développer une version dite responsive, donc que vous puissiez consulter sur les téléphones portables. Donc navré pour celles et ceux qui auraient cette tentation. Il y en a une version à minima qui permet d'accéder à la version numérisée de l'exemplaire. Mais par contre, l'édition en tant que telle, dans sa globalité, elle est uniquement consultable correctement sur un support informatique classique. Voilà. Je ne vais pas lancer un appel aux dons, je ne suis pas du tout là pour ça, mais je le précise parce qu'on utilise trop les téléphones portables ou les tablettes aujourd'hui pour ne pas le préciser, pour ne pas le dire. Donc l'exemplaire matériel, vous avez accès directement à la table des matières, et pour chaque volume, vous allez pouvoir accéder à l'ordre des connaissances dans lesquelles se sont constitués les volumes matériellement. Donc ça, c'est un premier accès. On donne tout de suite accès directement en dessous à un moteur de recherche dans la nomenclature. On a repéré toutes les vedettes, je vous l'ai dit, tous les titres. Et donc, en ayant fait ça aussi précisément, on est capable d'offrir un moteur de recherche ultra précis dans la nomenclature, dans l'ensemble des vedettes qui font l'objet d'un article dans l'encyclopédie. Et donc, si je tape... je ne sais pas, imprimerie par exemple. Alors en le tapant correctement, ça sera plus facile. Voilà. Je tape impre et je vais tout de suite trouver l'ensemble des mots qui contiennent impre. Et aller évidemment consulter les articles correspondants. Donc évidemment, vous allez tout de suite imprimer en architecture, imprimer en grammaire, imprimer en termes de cirier, imprimer en peinture, imprimerie, histoire des inventions modernes, imprimerie en taille douce, article mécanique, imprimerie royale, histoire littéraire, imprimerie de Constantinople, histoire turque, etc. etc. D'accord. Et vous pouvez aller consulter les articles. On va y venir, mais je vous présente petit à petit. Et vous pouvez également aller regarder les planches. Vous pouvez, voilà, dans quels articles on trouve l'imprimerie. Vous avez plein de planches d'imprimerie en caractère, à laquelle vous avez accès grâce au petit moteur de recherche, qui est une bonne porte d'entrée, qui s'appuie sur un repérage exhaustif. Vous avez tout un tas au milieu, tout un tas d'informations. Qu'est-ce que l'encyclopédie? Vous avez au moins un bon gros volume
qui vous résume beaucoup plus précisément, enfin qui explique l'histoire de l'encyclopédie, ses enjeux, son histoire éditoriale, ses contributeurs, tout ce que vous voulez savoir sur l'encyclopédie sans avoir jamais osé vous le demander, ça se trouve là. Et c'est enrichi aussi au fur et à mesure. Voilà. Description matérielle d'exemplaires. Eh bien, évidemment, j'ai expliqué qu'on avait attaché une grande importance à la description matérielle et à l'identification de cet exemplaire comme une édition de Paris, un premier tirage de l'édition originale de Paris. Eh bien, tout ça, c'est expliqué dans cette partie. Et vous avez des rubriques qui présentent voilà, les liens. On essaie de développer ce qu'on fait et de le mettre à disposition des enseignants de plus en plus. Voilà. Donc on a des informations qui nous intéresseront moins aujourd'hui. On va pouvoir retrouver ici, explorer aussi l'encyclopédie en recherchant la contribution des encyclopédistes. Recherche par contributeur. Pour chaque contributeur, vous avez sa fiche. Donc par exemple, eh bien, si je tape d'Alembert, on va pas se priver, ce serait dommage. Voilà, d'Alembert. Eh bien, ça va s'afficher une notice avec des informations, un article d'Irène, Passeron sur d'Alembert et sur d'Alembert, son œuvre, sa contribution à l'encyclopédie, la liste de toutes les signatures qui ont été repérées. Donc vous voyez que d'Alembert, il signe de façon très constante. C'est toujours un haut. Des fois, il lui manque les parenthèses, c'est assez rare. Voilà. Chez d'autres, il y a des panoplies de différentes versions de signatures. Jaucourt, notamment, est l'un des, je crois, l'un des meilleurs en la matière. Et ensuite, vous avez la liste des articles signés par d'Alembert. Il a signé 1488 articles, ça veut dire il y a 1488 articles dans lesquels on a repéré une signature de d'Alembert et on l'a liée à d'Alembert. Et puis vous avez également la liste des articles attribués à d'Alembert. Donc actuellement, on a 282 articles qui ont été attribués à d'Alembert et pour lesquels on a une justification précise, suffisamment en tout cas raisonnable pour qu'on puisse la présenter dans l'édition. Vous pouvez aller rechercher par domaine. Voilà. Et ça marche grâce au lien avec le désignant dont je vous ai parlé. Et vous pouvez également faire une recherche plein texte. Alors, si je tape imprimerie, hop, alors là, vous avez un espèce de tableau de bord. Alors, je ne vais pas vous le présenter, parce que là, je vais vous perdre, et ce n'est pas le but. Mais évidemment, tout ça a été fait de façon très fine. Et l'intérêt des outils numériques, c'est de pouvoir en faire un outil de recherche précis. Et donc, on va pouvoir croiser tous les critères possibles et imaginables grâce à cet outil de recherche avancée. De fait, là, ça me dit tout de suite qu'il y a 365 articles qui contiennent a priori au moins une occurrence du terme imprimerie. Si jamais vous vous étiez posé la question. Avant cela. Alors, et vous avez également des articles à noter. Les articles à noter, c'est les articles dont on a fini l'édition, jusqu'à ce qu'on trouve d'autres choses dessus. Donc un article qui a été pris en charge par imaginons, je ne sais pas, Hugues, par exemple, qui en a Fabrice Ferlin, vous voyez, c'est l'allée de jardin, c'est pas du tout fait exprès, dont je viens de vous parler. On vient de publier sa version annotée avec les notes de Fabrice Ferlin et la présentation de l'article par Fabrice Ferlin. Et alors, je vais y aller pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est petit, mais globalement, et ça se grossit, on est d'accord, voilà. Ça se grossit facilement, tac. Mais pour que je vous donne juste une présentation d'ensemble, allée de jardin, vous avez la transcription à gauche, et systématiquement, vous avez la version numérisée. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir dérouler la version numérisée, et puis vous allez la version numérique va se mettre à jour au fur et à mesure. Vous avez toutes les petites icônes avec toutes les notes que Fabrice Ferlin a ajoutées sur le contenu, et que vous pouvez aller consulter. Voilà. Vous allez pouvoir trouver la vue numérisée, vous allez trouver la fiche d'identité de l'article. La fiche d'identité, c'est tous les éléments qu'on a repérés dans l'article. On en donne un résumé. Et toutes les petites notes qu'on a posées sur les constituants. Et puis, vous avez les notes en tant que telles, dans la liste complète. Vous pouvez les afficher de façon, pour les parcourir. Et puis, vous avez le dossier critique de l'article par Fabrice Ferlin, dans lequel ce dernier va nous donner une étude qui est assez courte dans ce cas. On a des études qui vont de 7 à 77 pages, voire plus, dans l'édition. Et donc, on en publie de façon assez régulière. Et puis, vous avez également, dans ces articles-là, vous avez ces renvois-là, par exemple. Vous ne les voyez pas forcément, je vais grossir, tac, voilà. Là, il y a des renvois ici.
on a mis en place des systèmes qui permettent de prévisualiser le renvoi et de lire l'article vers lequel on nous renvoie l'article, et quitte à la possibilité d'y aller directement pour l'afficher. Et donc tous les éléments que je vous ai présentés, ici vous pouvez faire la recherche dans la nomenclature dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez même l'afficher d'ailleurs. Je reviens, je dézoome, tac, je dézoome, hop. Vous allez rechercher imprimerie, tac, ça me donne les recherches. Je vais fixer le résultat de la recherche dans la fenêtre de droite, et puis je vais pouvoir les passer en revue facilement dans la fenêtre dans la fenêtre de gauche. M'arrêter sur un article, réafficher la fiche d'identité, regarder s'il y a des notes, etc., etc., etc. On peut faire la même chose pour les contributeurs. Voilà, je vais afficher, je cours, je vais le faire quand même, ça serait dommage de se priver. Tac, je cours, hop. Voilà, Louis Jocourt, donc le troisième directeur. Vous voyez ici la liste de ses signatures. Hein, il y en a un certain nombre. Donc, je vous ai dit qu'il était un petit peu plus imaginatif. Il a été aussi beaucoup pour les désignants. Et il a signé 17 454 articles. Voilà. Pour l'instant, très très peu d'articles attribués. Hein. On en a 3. Donc il signait beaucoup. Et donc il y a tout un travail d'attribution à faire. On considère aujourd'hui qu'on n'est pas au bout de nos peines pour trouver les articles, si tant est qu'il y en ait vraiment qui soient attribuables. Voilà. Chaque encyclopédiste a sa pratique d'utilisation de sa signature ou pas, etc., etc. Ça peut être lié aussi à l'histoire de l'encyclopédie. Certains n'ont pas osé signer certains articles parce que justement à dimension critique ou ce genre de choses. Et puis pour terminer, un dernier point, je vais m'arrêter là. Je vais vous montrer les planches. L'une des choses qui nous a le plus étonné quand on a fait cette édition, c'est de voir à quel point finalement on est historien, donc on adore les œuvres anciennes, les ouvrages du XVIIIe siècle. Et donc évidemment l'encyclopédie c'est des ouvrages in folio, hein, donc c'est des grands ouvrages. Et les planches sont simples ou doubles, donc elles se déplient, ou triples parfois, quadruples pour 2 d'entre elles. Et ces planches sont magnifiques quand on les regarde. Mais on s'est rendu compte que la version numérisée était peut-être encore plus belle que l'original. Alors, je vous dis ça, je prends des risques. Pas tant que ça. Vous les trouvez facilement, les planches. Vous avez les 11 volumes de planches ici. Donc, on pourrait aller voir peut-être l'article... on va commencer par les animaux. Hein. On parle beaucoup de biodiversité en ce moment. Les animaux, donc il suffit d'afficher les planches. Voilà. Et là, vous avez un éléphant, c'est un éléphant. Alors vous avez tout de suite la possibilité de zoomer, hein, tac, vous voyez, hop, voilà. Donc on peut les prendre en plein, hein, voilà. Et puis voilà, se balader. Ici vous avez un petit élément qui vous dit où est-ce qu'on en est sur la planche. Voilà. Et donc là vous avez juste sur une planche particulière un exemple de la façon dont on peut se balader, aller admirer, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, au-delà du travail scientifique qu'on peut faire en tant qu'historien, ces planches numérisées à partir de cet exemplaire de la Mazarine. On peut peut-être se faire juste aller regarder l'imprimerie. Je vous ai parlé de l'imprimerie, nomenclature, imprimerie, hop, je vais rechercher pour aller voir à quoi ça ressemble. Je ne les connais pas du tout ces planches, hein. Je suis spécialiste de l'histoire des mathématiques, pas du tout de l'imprimerie. Mais ça n'empêche pas d'aller les regarder. Donc, les planches d'imprimerie, tac, imprimerie en lettres, on va y aller, puis on va les parcourir. Hein. Voilà, là j'y suis. Voilà, tout de suite on trouve un atelier d'imprimerie, tac, voilà. Donc on voit les hommes, et évidemment, hop, on a mis en regard les explications des planches, donc qui expliquent ce qui se passe. Voilà. Et puis après, on va pouvoir se balader de planche en planche. Voilà, donc vous avez les outils, l'imprimerie, tac, etc. Puis vous pouvez vous balader tranquillement. Et à chaque fois, la description est mise automatiquement à jour. Voilà. Et puis on va peut-être, on va juste terminer ce petit tour tranquillement. Voilà, voilà. Non. Bien joué. Il n'y avait pas de prix, mais... mais non, mais je pensais pas avoir une réponse aussi vite. Alors, elle est où cette planche? Oui, je vois bien. Est-ce qu'on est sur la bonne imprimerie en caractère? Imprimerie en taille 12 peut-être, ça doit être. Ah non.
Ah, la fonderie des caractères. Ah, donc je suis sur un autre volume. Ouais. Fonderie des caractères, hop. Hop, fonderie des caractères. Est-ce que je vais avoir ça sur les planches? Oui, fonderie en caractères. Bah, ça pourrait être là. Attendez, hop, je suis en train de... Ouais, allez, en haut, hop. C'était celle-là? Non, je crois pas. Hein. Non. Alors, je fais passer. Ouais. Bon, normalement, on va rapidement la retrouver. C'était pas celle-là. Alors d'ailleurs, au passage, il y a... Non, bah écoutez, alors je la retrouverai. Au passage, il est très peu question de femmes dans l'encyclopédie. Il y aurait peut-être 2 articles signés par des femmes dans l'encyclopédie. Non, ce n'est pas elle. On n'est pas sûr, donc je donne pas... Voilà, c'est encore une question assez controversée. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mise en ligne pour l'instant parce qu'on est en train de travailler sur le sujet. Si vous voulez voir des femmes, la seule façon, c'est que vous les trouverez sur les planches. Évidemment, au-delà des références de travaux de femmes qu'on trouve dans les articles de l'encyclopédie. Pas que. C'est une question qui reste ouverte, l'étude n'est pas exhaustive. Voilà, donc si j'avais donné à donner une conclusion, bah, c'est que tout ça, c'est accessible et que petit à petit, vous pouvez aller admirer l'encyclopédie, la consulter, la lire, et puis que ce qu'on essaye de faire progressivement, c'est de tout ce travail sur cette plateforme numérique, c'est de transformer tout ça progressivement en un laboratoire virtuel de recherche sur l'encyclopédie des Lumières. On y arrive pas à pas, et donc c'est ce sur quoi va reposer, on espère, eh bien, la pérennité de cette édition et la capacité à vous fournir au fur et à mesure le résultat des découvertes que les chercheurs font et feront sur cette œuvre-là. Voilà, merci de votre attention. Je pense que tout le monde a été très impressionné par ce travail titanesque. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour continuer, et puis au moins 3 vies pour faire ça, chacun. Donc je pense que c'est impressionnant et ça va sûrement susciter quelques questions. J'aurais une question au sujet des domaines. Vous avez créé des liens entre les désignants et les domaines, mais est-ce que ce sont les domaines tels qu'ils ont été définis à l'époque ou les domaines scientifiques, des arts et des métiers tels qu'on les connaît aujourd'hui? D'une certaine façon, c'est un entre-deux. C'est-à-dire que on a voulu donner une porte d'entrée par domaine, évidemment en restant connecté au savoir historique. Donc, globalement, les termes qu'on donne et les domaines, ça correspond systématiquement à une branche de savoir. Après, évidemment, c'est que les branches de savoir, elles ne sont en aucun cas ni stables, ni les frontières sont poreuses, et donc, et surtout, c'est pas arborescent dans la plupart des cas. Donc, du coup, ce sont des domaines qui ont un sens historique, tel que dans le sens de l'encyclopédie, de ce qu'elle donne à lire sur ces sujets-là. Après, la reconstitution est parfois le résultat d'interventions critiques, parfois assez importantes. En revanche, ce qu'on a toujours fait, c'est expliciter le travail quand on a fait ce genre de geste. Il a été systématiquement justifié via des notes. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc vous ne trouverez pas un domaine. On ne peut pas chercher là. Par exemple, c'est vraiment une caricature, hein, mais voilà, il y a comment on pourrait dire ça. Vous avez une la liste climatologie, par exemple. Voilà, ah oui, typiquement. Ah oui. Voilà. Il n'y a pas d'anachronisme. Il n'y a que des domaines, des branches de savoir qui existaient à cette époque-là. Les anachronismes se cachent. Ce n'est pas des anachronismes, c'est des connexions de façon à ce que le lecteur s'y retrouve. Et un peu relié. Pardon. Après, les renvois vers d'autres articles. Vous en avez parlé un peu. Ça m'intéresse beaucoup parce que pour avoir travaillé dans l'édition, en principe, les mentions bibliographiques, les renvois, tout ça, ça se fait à la fin. Or, l'encyclopédie, c'est un travail qui s'est étalé sur 30 ans. Est-ce que quelqu'un, à la fin de la publication des 28 volumes, s'est amusé à reprendre l'étape des matières, tous les articles, à faire des renvois, des bibliographies, etc.
Ou Alors c'est une bonne question. C'est dommage que c'est ce que vous faites Pierre Crépal maintenant. soit pas là. C'est ce que vous faites maintenant en version numérique, enfin, en créant tous ces liens. Mais est-ce qu'à l'époque, ça a été fait Alors, de ça a manière pas été- exhaustive ou... Ça n'a pas été fait de façon exhaustive. En tout cas pas pour les renvois. Personne de l'équipe des encyclopédistes n'a fait ça de façon... mais par contre, il y a un pasteur s'appelle Mouchon, qui a réalisé une table de l'encyclopédie dans laquelle il a dressé un index. On peut Oui, dire ça voilà, comme ça. les index, les thésaurus, Voilà, toutes ces un index. choses-là, voilà. Voilà, Ah, mais par contre, qui n'est pas... les renvois en tant que tels, hein, les liens renvois article-article, Article, les renvois article-planche, ça ne... c'est imparfait. Voilà. Ça a pas Il y a en été... revanche un spécialiste de l'encyclopédie qui s'appelle, j'ai dit son nom, Schwab. Hein. Ouais, pour le coup, c'est contemporain, dans les années 50, 60, 70, avec Rex et Lauf, deux autres historiens. Ils ont réalisé cet inventaire Ah, ouais. publié en 7 volumes, dans lequel, là, pour le coup, le travail a été fait à la main. Hein. Ah bah oui, totalement à la oui, main. c'est ça, c'est Voilà. fascinant. Oui, 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 Et j'imagine. c'est une œuvre, c'est un travail extrêmement indispensable, hein, sans lequel je ne pense pas qu'on aurait réussi à faire tout ce qu'on a fait, aussi précisément si on n'avait pas pu s'appuyer sur cette base. Ah, Ne serait-ce que je l'ai dit pour la description matérielle. ouais, ouais. Les tables du pasteur Mouchon, c'est énorme aussi. Bah, c'est 28, les tables en tant que telles, elles sont en 2 volumes. Ouais, elles sont en 2 volumes, mais c'est un index qui porte sur non seulement les volumes de l'encyclopédie, mais également, je crois, les volumes du supplément. Donc le supplément de Pankouk, il y a 4 volumes de texte et un volume de planche supplémentaire. Donc c'est 35 volumes au total qui ont été indexés par le pasteur Mouchon. CF, les travaux de Pierre Crépel sur le sujet. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi vous avez abandonné les volumes de suppléments, apparemment. Parce que les volumes de supplément, c'est un... Ça fait 5 volumes. C'est 5 volumes, mais c'est un projet disjoint de l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert. C'est un projet éditorial d'un imprimeur, d'un libraire qui s'appelle Pankouk, Oui. qu'on connaît beaucoup, non seulement pour le supplément, mais également pour la méthodique, mais qui a décidé de faire un supplément. Et c'est une œuvre à part, qu'on considère comme étant à part de l'encyclopédie. Et ça Selon n'a pas nous, été ce rédigé qu'on- par les encyclopédistes. Ça n'a pas été rédigé par les encyclopédistes. Ah bon. En tout cas, c'est pas dirigé par Diderot, par d'Alembert et par Jaucourt. C'est pas un projet qui est porté, qui s'inscrit. C'est vraiment, on peut appeler ça une œuvre disjointe. C'est vrai qu'elle est souvent associée à l'encyclopédie, et sur le fond, on est à la limite de l'erreur. Dit de façon diplomatique. Je vous en prie. Une autre question? Là, Pas beaucoup. Ça a été fait avec très peu de moyens en fait. On a commencé en 2010, je l'ai dit. En 2013, on a vraiment lancé le travail. On a numérisé l'exemplaire en 2015. On a un premier informaticien qui nous a rejoint en 2016 et 2017. J'en profite pour donner son nom. Il s'appelle Frédéric Papazian, qui a travaillé avec toute l'équipe, notamment avec moi. Et donc il a bossé. Il a eu un contrat d'un peu moins de 2 ans. C'est ce qui nous a permis de mettre en ligne l'édition en 2017, en octobre 2017. Et là, on a eu une bonne période de creux derrière. Et on a retrouvé un ingénieur pendant 2 ans, en 2021-2022. Il est parti en octobre dernier. Donc au total, c'est 4 ans d'un travail d'un ingénieur. Donc le deuxième s'appelle Rémi Delano. J'en profite aussi pour donner son nom. On ne cite pas assez le nom des ingénieurs, surtout sur des travaux comme ça. Donc pas tant finalement de travail d'ingénieur, et c'est un projet qui n'a pas coûté beaucoup financièrement, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens pour le faire. Les moyens essentiels de l'Académie des sciences, je le redis au passage, on est soutenu par beaucoup d'universités, etc. Mais vous savez ce qu'il en est des moyens actuellement. Mais après, pour des projets de ce type-là, finalement, ça a été fait avec peu de choses. Évidemment, après, derrière, ce qui est énorme, c'est le travail qui a été fourni par l'ensemble des membres de l'équipe. C'est pour ça que c'est un travail collaboratif. Et je ne fais que parler au nom de tous ces collègues qui ont travaillé de façon essentielle pour vérifier ces dizaines, des centaines de milliers. Il y a plus de 100 000 notes dans cette édition déjà. Il y a des centaines de milliers de constituants qui ont été repérés. Et tout ça, c'est le travail de collègues, pas forcément chercheurs. Il y a beaucoup de bénévoles qui nous ont aidés aussi et qui participent de façon bénévole dans ce projet, qui est toujours ouvert d'ailleurs. Toutes celles et ceux qui ont envie de s'impliquer dans l'encre. On est un projet ouvert aux chercheurs, mais pas seulement.
à tous les collègues, toutes les personnes qui ont envie de donner du temps, qui n'ont pas trop peur de l'informatique non plus, pas d'informatique au sens d'utiliser une souris et un clavier et un écran. Et également, évidemment, tous les étudiants qui s'intéressent à l'encyclopédie, qui ont envie d'apprendre, même de chercher, de faire des recherches en encyclopédie. C'est un projet qui accueille encore des chercheurs, de nouveaux chercheurs tous les mois. Donc on continue à enrichir notre équipe. Une autre question? Xavier? Attends, je t'emmène. La science évolue, il y a des connaissances qui sont des idées scientifiques qui peuvent être réfutées. Est-ce que ça donne lieu à des annotations dans votre... Oui, c'est un élément essentiel. L'idée de vraiment le remettre en contexte, les savoirs historiques, c'est également donner un éclairage sur la façon dont on peut aujourd'hui percevoir, de façon à ce que le lecteur, en lisant, comprenne dans quel contexte ça a été écrit, mais évidemment lui donner suffisamment aussi de moyens de prendre de la distance par rapport à ces éléments. Donc je ne sais pas, c'est toi qui as écrit l'article, qui a noté l'article froid, Hugues. Voilà, en physique. La façon dont on approche la question du froid, à l'époque, n'a absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Donc c'est une des dimensions de la notation. Mais on en reste quand même au sujet d'autrefois. Il n'y a pas de nouveaux sujets comme les rayons X ou je ne sais pas quoi. Là. Non, parce que l'idée, c'est notre objet, c'est l'œuvre de l'époque. D'accord, merci. Donc sur les sciences, c'est vrai qu'elle a peu à nous apprendre, d'une certaine façon, dans le sens de nous apprendre sur les savoirs d'aujourd'hui. En revanche, les débats sur la vaccination commencent dans les pages de cet ouvrage, par exemple. Oui, exactement. Je vais peut-être dire une énorme bêtise, mais quand vous dites qu'il n'y a aucune femme, effectivement, pratiquement aucune femme dans cette encyclopédie, qui contribue à cette encyclopédie, mais si je me souviens bien, ils ont quand même été moralement au moins soutenus par des dames comme Madame de Pompadour. Oui, tout à fait. Après, c'est des connexions qui sont faites via... Après, comment dire, il y a peu de femmes dans l'histoire. On est historien en tout cas, dans l'histoire des sciences, il y a peu de femmes... mais malgré tout, il y a de plus en plus de travaux qui essayent de mieux comprendre ce que les femmes ont fait de façon moins visible. Donc oui, bien sûr, des femmes ont joué un rôle. Maintenant, après, la question, c'est que ça se sache. Est-ce qu'Émilie du Châtelet a écrit? C'est pas beaucoup le cas dans l'encyclopédie. Est-ce qu'Émilie du Châtelet a écrit dans l'encyclopédie? Non, elle n'a pas écrit dans l'encyclopédie, à ma connaissance. Elle est peut-être morte trop tôt, c'est possible. Oui, c'est ça. La pauvre. Hugues, voilà. Compilé. Les institutions de physique de la marquise du Châtelet, notamment, sont l'une des sources de certains articles de l'encyclopédie. Et puis, évidemment, je crois que sa traduction des Principia est citée, me semble-t-il. Voilà, par exemple. Ok. Une autre question? Une autre interrogation? Non? Mais merci encore. Merci à vous. Et... Bon courage à Alexandre Guilbault qui va reprendre le train pour revenir à Paris dès ce soir. Donc,